Cette fois, sans aucun doute, nous avons le projet le plus complexe, le plus coûteux, le plus éprouvant et le plus long de toute l'histoire de la chaîne. Milliers de trous, centaines de mètres de fibres optiques, une centaine de capteurs tactiles. Tout cela s'est étalé sur 6 mois et a donné des tics nerveux à la moitié de l'équipe. Mais au final, ça en valait la peine. Bon visionnage, cette histoire a commencé il y a 6 mois, et pour aller droit au but, je dirais que c'est le projet le plus complexe, stressant et long de l'histoire de l'atelier. Mais malgré les difficultés, cela en valait la peine. La première chose que nous avons faite, c'est de choisir le matériau. Là, nous avons décidé de faire un peu les malins et de réaliser le plateau de table à partir d'une seule coupe massive de frêne. Tout d'abord, à l'aide d'une fraise, nous calibrons le plateau. Cela se fait avec une fraise comme celle-ci, équipée de lames interchangeables. C'est une fonction très pratique. On en comprend tout l'intérêt après que la fraise ait rencontré un clou ou un éclat d'obus. Oui, cela nous est déjà arrivé. Au final, il suffit de remplacer seulement quelques lames, qui ne coûtent presque rien, ce qu'on ne peut pas dire du prix de la fraise elle-même. Comme toujours, vous trouverez les liens, tous les outils, accessoires et matériaux dans la description. Pendant ce temps, passage après passage, la CNC enlevait quelques millimètres et au final, nous avons une dalle parfaitement plane ou une large planche non délignée. Pour cela, nous marquons le centre, prenons une scie à onglet avec chariot en plusieurs passes, coupons l'extrémité de la pièce, un côté latéral a été découpé de même, et maintenant, sur un bord droit, nous coupons l'autre côté opposé à la scie circulaire. Oui, moi aussi ça me fait mal de voir un si beau bord naturel partir à la poubelle, mais le concept de la table l'exige. Un coffrage réalisé et fissures traitées. Nous versons légèrement de la résine rapide appelée Art Eco de chez Ecovani. Nous l'avons légèrement teintée avec un colorant foncé, c'est la couche d'après. Une fois qu'elle a pris, préparons le mélange pour coulée massive, ART massive. Nous le colorons avec un colorant noir et versons, comme d'un seau, de solidifier le plateau. Après une semaine, la résine a séché et nous pouvons démonter le coffrage, ce à quoi nous nous attelons. L'étape suivante consiste en un calibrage. Nous prenons la fraise connue et nous enlevons quelques millimètres. Cela se fait pour éviter de poncer l'époxy pendant des heures. Selon le concept, le plateau doit imiter un ciel étoilé. Ici, une carte réelle avec toutes les constellations. Cette carte est comme ça. Les constellations, c'est clair. Elles ont un emplacement précis, mais pour le nombre d'étoiles qui serviront de fond, la question s'est posée. C'est justement pour cela que nous faisons un échantillon sur papier. En effet, en regardant l'image à l'écran, il est difficile de savoir si 1000 trous suffiront pour que cela ait l'air digne. C'est pourquoi nous faisons une copie exacte du ciel étoilé sur papier. Nous regardons et nous comprenons qu'un millier de trous n'est pas suffisant pour un plateau de table de cette taille. Ensuite, nous en faisons 1500. Nous réunissons à nouveau un comité et nous arrivons à la conclusion qu'il en faut au moins 2000 trous de fond, en plus des principales constellations. Nous avons déterminé le nombre d'étoiles. Il ne reste qu'à préparer la surface où nous allons transférer le ciel étoilé. Pour cela, nous retournons la pièce et nous faisons une découpe. Finalement, nous devons obtenir un plateau de table taillé dans une seule pièce de bois, massif, mais l'intérieur sera caché. C'est pourquoi nous laissons un rebord sur les 4 côtés. De plus, l'électronique interne, en particulier les capteurs tactiles, présente des limitations. Autrement dit, si on les fixe sur une surface de 5 cm d'épaisseur, ils ne fonctionneront pas, car ils ne peuvent pas traverser une telle épaisseur. En revanche, si l'on retire la majeure partie du volume et ne laisse qu'un centimètre d'épaisseur, il fonctionne parfaitement. Le rebord conservé donnera l'apparence d'un plateau massif et monobloc, comme à l'origine. Mais tout n'est pas si simple. Une telle construction, réalisée d'un seul morceau de bois, n'est pas stable. Nous en étions conscients, mais nous avons tout de même décidé d'essayer. Au final, après l'usinage, le plateau s'est fortement déformé, c'est pourquoi nous avons décidé de le plaquer contre une surface plane et de tout fixer avec de l'époxy. Le lendemain, la résine avait séché et nous avons commencé à découper les ouvertures des capteurs. La résine a rempli sa mission, le plateau s'est redressé et semblait garder sa forme. Mais la résine a comblé le volume et l'épaisseur est redevenue supérieure à ce dont nous avions besoin. Or, c'est très important pour le bon fonctionnement des capteurs. Et c'est là que nous avons commis une erreur fatale. L'un des bords du plateau était mal fixé et ce bord s'est relevé.
Au final, plusieurs rainures pour les capteurs ont été découpées de part en part, ce qui a endommagé le plateau. En fin de compte, après 2 semaines de travail sur ce plateau, nous avons renoncé à l'idée de le fabriquer à partir d'une seule pièce de bois, car il continuait malgré à se tordre, tourner et se déformer. Et après le calibrage final, il ressemblait à ceci. Finalement, fabriquer un panneau simple, fiable et compréhensible assemblé de lames de chêne. C'est lames que nous préparons. D'abord, nous débitons les planches en morceaux plus petits en éliminant au passage le cœur du bois car c'est la partie la moins stable. Toutes les pièces défectueuses avec des nœuds et des fissures partent également à la poubelle. À l'étape suivante, à l'aide de la scie à onglet, nous coupons les planches à la taille souhaitée en éliminant les parties défectueuses. Une fois que nous avons des ébauches parfaites, il ne reste qu'à aplanir la surface. La première étape consiste à les passer à la dégauchisseuse, passage après passage jusqu'à obtenir une surface parfaitement plane. Cela se fait rapidement et sans effort grâce à l'arbre hélical. Il ressemble à ceci. Ensuite, à l'aide de la raboteuse, nous égalisons la face opposée. La raboteuse permet également d'obtenir des planches de même épaisseur. Après 20 minutes de travail, nous avons ce magnifique résultat qu'il ne reste qu'à coller. Ici est simple, bonne colle et des serre-joints. De plus, en plus des serre-joints principaux, nous maintenons le panneau avec des tasseaux de chaque côté afin que toutes les pièces restent dans le même plan. Une colle qui déborde uniformément indique qu'elle a été appliquée correctement, signe d'un bon collage. Après quelques heures, la colle a séché et il est possible de couper le panneau à la bonne dimension. Pour cela, nous installons une lame adaptée et à l'aide d'une scie à onglet radiale, nous donnons au plateau la forme correcte. Souvenez nombre d'étoiles? Nous avons fait notre choix. Il n'y en aura pas 2000, mais 2500. C'est ce que fait la CNC. La plupart des trous sont faits avec un forêt de 0,8 mm. Je suis impressionné par la façon dont la machine s'en sort. Auparavant, je faisais ces opérations à la main et l'usure des forêts était au mieux de 2 à 3 pièces pour une centaine de trous. Et voici pourquoi. Alors que la CNC fait cela pratiquement sans perte, bien sûr, à condition que les forettes soient de bonne qualité et bien affûtées. Pendant ce temps, la machine a réalisé plus de 2000 trous et il est temps de remplacer ce forêt fin par un de 2 mm car nous avons décidé de distinguer les principales constellations. Autrement dit, les constellations seront 2,5 fois plus grandes que le fond principal des étoiles. Un peu plus tard, vous comprendrez tout et le verrez clairement. Au final, la CNC a percé encore plusieurs centaines de trous de 2 mm qui reproduisent exactement les principales constellations. L'étape suivante consiste à retourner le plateau, à le fixer et à refaire une découpe. Deuxième tentative, mais cette fois, nous avons affaire à un panneau correctement assemblé qui ne devrait pas réserver de surprise. Dans l'ensemble, bien qu'il s'est passé. Comme vous pouvez le voir, le panneau avec la découpe est plat et stable, ce qui signifie que nous pouvons fraiser les emplacements des capteurs. C'est ce que vous voyez à l'écran. Pour aller plus loin, nous devons peindre le plateau, mais d'abord, nous coupons le superflu. Le panneau a été initialement fabriqué avec une marge pour faciliter sa fixation sur la CNC. Mais maintenant, il ne reste plus qu'à éliminer les traces de cette commodité. Dans le sens longitudinal, nous coupons l'excédent à l'aide d'une machine fixe. Et il est plus pratique d'enlever les extrémités avec une scie manuelle à chariot. C'est ce que nous faisons. Au final, nous avons un panneau aux dimensions précises et avec un rebord tout autour. Il peut maintenant être peint sans crainte. La première couche appliquée est une teinture. Bien sûr, on aurait pu laisser la couleur naturelle et claire du bois, mais dans ma vision, il doit s'agir d'une teinte foncée, sur laquelle les étoiles brilleront en contraste. La deuxième couche est un vernis, dans notre cas un vernis mat.
Le verso est également recouvert de vernis car le bois est un matériau vivant, il respire et est très sensible aux changements de l'environnement. C'est pourquoi il est important de le traiter de la même manière sur toutes les faces afin de minimiser le risque de déformation. L'étape suivante, et la plus intéressante, consiste à créer le ciel étoilé. Pour cela, j'ai commandé 2 bobines de fibre optique. Donc nous avons 2 bobines de fibre optique et un plateau avec 2500 trous. Il ne reste plus qu'à assembler ce puzzle. Tout d'abord, nous numérotons toutes les zones des futurs capteurs. Au final, il y en aura 120, mais nous commençons par les 30 premiers joueurs. Pour tout organiser systématiquement, il fallait tout connecter. Nous avons fabriqué ce panneau et commencé à faire passer la fibre optique à travers ces trous. Elles vont vers la zone du capteur correspondante. C'est-à-dire que, par le trou numéro 1, nous faisons passer environ 20 à 30 brins de fibre optique et nous les fixons autour de la zone portant le même numéro. Au final, la fibre optique ne passait pas dans tous les trous, il a fallu les élargir légèrement avec une perceuse. Nous avons passé toute la journée à comprendre que c'était peu pratique. Nous en sommes arrivés à la conclusion qu'il était d'abord faire passer la fibre optique, former les faisceaux. La semaine suivante fut consacrée à ce travail monotone. Mais cette méthode s'est en effet révélée plus pratique. Premièrement, nous avons commencé à faire passer la fibre optique par l'avant du plateau de table, et de ce côté, les trous sont beaucoup plus visibles. Parce qu'il est sombre. Deuxièmement, à cette étape, il n'est pas nécessaire de former des faisceaux, ce qui facilite également le travail. Et ainsi, heure après heure, jour après jour, tout en découpant des centaines de fibres optiques d'un demi-mètre. Pendant ce temps, le travail avançait aussi sur d'autres fronts. André s'occupait de la préparation de l'électronique. Ce sont des capteurs tactiles. Pour les renforcer, nous soudons ces petits anneaux en cuivre. Et ainsi 120 fois. Pendant ce temps, une semaine entière a été consacrée au câblage de la fibre optique d'une épaisseur de 0,08 mm. Et cela a pris beaucoup plus de temps, car il fallait repercer un trou sur 2. Bien sûr, nous avions vérifié à l'avance, et après le perçage sur la CNC, tout passait parfaitement. Mais il y a une chose que nous n'avions pas prise en compte. Le bois est un matériau vivant et des trous aussi fins changent facilement de diamètre à cause de l'humidité de l'air, de l'application de la teinture et du vernis. Au final, il a fallu quelques jours pour repercer les trous où la fibre optique ne passait plus. Après avoir installé la fibre optique de fond, nous passons à la fibre optique de 2 mm d'épaisseur. Ce sont ces points qui formeront les principales constellations. Au final, toutes les futures étoiles sont à leur place. Et de l'autre côté, cela ressemble à ceci. Maintenant, nous devons disposer les guirlandes de capteurs tout en démêlant des centaines de faisceaux et en faisant passer des anneaux fermés à travers eux. Je peux vous dire que ce n'est pas du tout facile, mais ce n'est pas le principal problème. Le fait est que toute la fibre optique ne tient que par miracle dans les trous fraîchement repercés. Et pendant le travail, des dizaines, voire des centaines de tiges se sont retirées de leurs trous et nous devions les retrouver et les remettre en place. Ce n'est pas l'activité la plus agréable, surtout après les avoir passées toute la semaine dernière. Et maintenant, il faut tout recommencer. Mais pour aller un peu plus loin, je dirais que même cela ne s'est pas avéré être la principale difficulté. Ainsi, pour que les capteurs fonctionnent de manière aussi précise et efficace que possible, il faut les placer aussi près que possible de la face avant du plateau, mais bien sûr, du côté opposé. C'est pour cela que ces évidements ont été réalisés. On pose l'anneau, on le plaque contre la surface et on le fixe avec de la colle. Donc 120 fois en perdant au passage des dizaines de tiges de fibre optique. Pour arrêter la calvitie de notre table, j'ai décidé de prendre du Head & Shoulders pour bois, plus simplement appelé PWA. Mais là aussi, pour être honnête, j'ai fait une erreur et je l'ai beaucoup regretté. Mais je vous raconte tel que c'est. J'avais déjà utilisé cette méthode auparavant lorsque j'ai fabriqué une carte du monde avec l'éclairage des villes. Voici des images de cette vidéo. En me basant sur cette expérience réussie, j'ai décidé d'utiliser du PVA, mais cette fois, les conditions sont un peu différentes. Notamment, il y a des cavités pour les capteurs, où la couche de PVA s'est avérée épaisse. Et elle aurait mis 1 mois à sécher. De plus, le PVA est à base d'eau. Et les capteurs que nous avons coulés, ce sont de l'électronique. Et l'électronique et l'eau ne font pas ménage. Bien sûr, les amis, j'ai étudié la question et, en théorie, après un séchage complet du PVA, tout devrait fonctionner. Mais comme vous l'avez compris, il faudra attendre très longtemps pour un séchage complet.
C'est pourquoi nous vidons vite la colle, séchons les résidus et réfléchissons à la meilleure façon de fixer la fibre optique. Oui, pour ne pas avoir à attendre 2 semaines. Mais ce n'est pas si simple. Voici comment la superglue et d'autres composés interagissent avec la fibre optique. La température est aussi importante. La fibre optique est un matériau très fragile et délicat. C'est pourquoi j'ai opté pour la colle PVA et l'ai utilisée. Pour être honnête, il existe plein d'alternatives. Là, j'avais simplement une vision très étroite. Je l'ai compris ensuite, en prenant du recul sur la situation. Bref, nous avons décidé d'utiliser du plastique de moulage. Il s'accorde très bien avec la fibre optique. L'essentiel est de ne pas en verser un trop grand volume, car il chauffe beaucoup. Vous vous souvenez de ce qui arrive à la fibre optique lorsqu'elle chauffe? Mais, pour aller plus loin, je dirais que cela aussi était une erreur. Beaucoup d'entre vous ont pensé à l'époxy. On aurait pu utiliser de la résine, mais l'époxy met une journée à polymériser, et elle se serait écoulée à travers les trous. La résine épaisse a aussi ses difficultés. Dans une telle couche, la résine épaisse aurait chauffé et fait fondre la fibre optique. Bref, nous avons tout rempli de plastique. Après 15 minutes, il avait séché et nous étions très satisfaits du résultat, sans nous douter à quel point étions trompés. Mais pour fixer la fibre optique de manière fiable et sans l'endommager, le plastique a parfaitement rempli sa mission. Nous avons donc commencé à assembler les faisceaux. Voici le principe selon lequel cela a été fait. 20 à 30 tiges qui sont disposées autour du capteur ainsi que quelques-unes un peu plus loin, près des zones voisines, sont fixées en un seul faisceau afin d'étaler légèrement la tâche avec un dégradé. Au final, après le contact, cela ne doit pas apparaître comme une zone ronde et nette. Un peu plus tard, vous comprendrez de quoi je parle. Chaque faisceau est enroulé avec du ruban adhésif et marqué. Au final, nous devons obtenir 120 bottes judicieusement réparties et légèrement interconnectées entre elles. Après une journée de travail, nous avons obtenu cette beauté. Il ne reste qu'un petit détail à régler. Enfin, c'est ce que nous pensions. Pour travailler tranquillement avec le plateau, nous avons décidé de le raser. Ainsi, pouvoir le poser librement sur la table et continuer à avancer. À ce stade, le projet s'était déjà étalé sur plusieurs mois. Nous filmions et publions d'autres travaux. Et pour être honnête, il a été difficile, moralement, de s'attaquer à ce plateau. C'est pourquoi il a fini par prendre la poussière. L'étape suivante consiste à enfiler le gilet d'un vrai menuisier et à enlever la barbe cybernétique. Comme vous pouvez le voir, la fibre optique fine s'est retirée sans problème, mais il a fallu couper celle de 2 mm avec une pince. Après plusieurs heures de travail, nous avons obtenu une table parfaitement rasée, mais toute rayée. Pour que tout cela fonctionne comme prévu, nous avons imaginé ce petit kit simple et compréhensible. C'est un petit échantillon. Sur une barre, un ruban LED adressable sera collé et de l'autre côté, nous fixons un faisceau de fibres optiques. Par la suite, le signal du capteur tactile sera envoyé à une LED spécifique qui correspond à une zone précise. Et c'est justement dans le rayon de cette zone que se trouvent ces tiges de fibres optiques rassemblées en faisceaux. Chaque paire de ce type est placée l'une en face de l'autre et fermée sur les côtés par une cloison supplémentaire afin d'éviter d'éclairer la fibre optique voisine. Voilà à quoi ça ressemble. Au final, ce système s'est plutôt bien montré à l'usage. Par la suite, nous l'avons un peu amélioré, mais le principe est resté le même. L'étape suivante a consisté à connecter les capteurs et à relier toutes les communications entre elles. Mais à l'écran, vous voyez tout autre chose. En fait, après le lancement du test, les capteurs sont devenus fous. Ils se déclenchèrent de façon chaotique, émettèrent des interférences, bref, ils ne fonctionnaient pas comme ils le devaient. Nous avons commencé à étudier et il s'est avéré que le plastique augmentait leur sensibilité. Et comme vous pouvez le voir, du plastique,
Il y en a beaucoup ici. Avant de couper les fils, nous avons essayé toutes les options, mais il n'y en avait pas, sans accès direct au capteur. Et l'accès, comme vous vous en souvenez, nous l'avons recouvert de plastique. Donc, la seule façon de réduire leur sensibilité était de modifier la tension appliquée au capteur. Nous avons essayé toute la plage de tension, mais cela n'a donné aucun résultat significatif. Nous avons aussi essayé d'alimenter avec une batterie, mais là encore, sans résultat. C'est pourquoi nous avons décidé d'installer de nouveaux capteurs. En fait, pour cela, nous coupons les anciens fils. L'étape suivante consiste à souder de nouvelles guirlandes de capteurs. Mais là encore, ce n'est pas si simple. Nous soudons, posons au sol, connectons et testons. Tout fonctionne parfaitement. Nous les posons sur la table, nous les connectons et tout grésille, les capteurs s'activant de façon chaotique. Ces diodes rouges sont les indicateurs d'activation des capteurs. Et comme vous pouvez le voir, c'est le chaos total. Les 2 semaines suivantes, nous avons tout essayé. Une seule chose était claire, il fallait réduire la sensibilité des capteurs, mais de façon à ce qu'ils puissent toujours traverser le plateau d'1 centimètre et fonctionner de manière fiable. Au final, nous avons remplacé les anneaux de cuivre par les mêmes, mais en fils de section plus fines, réduit leur diamètre, expérimenté avec la tension, alimenté le tout par une batterie et testé toutes ces manipulations dans différents ordres. Il est également devenu évident qu'ils interféraient les uns avec les autres. Comme vous pouvez le voir, toute la guirlande s'active de façon chaotique, tandis que le bouton, qui est un peu plus éloigné, fonctionne parfaitement au toucher. Mais si l'on colle l'anneau avec un pistolet à colle, le capteur recommence à mal fonctionner, même si on l'éloigne de la guirlande. En gros, ça a été un véritable enfer pendant 2 semaines, pendant que nous testions toutes les options possibles. Finalement, j'ai demandé de l'aide sur cette question à Guyver. Je pense que vous savez de qui il s'agit, et si ce n'est pas le cas, je laisserai un lien vers sa chaîne dans la description. Il nous a conseillé d'installer un condensateur supplémentaire de 10 pf sur ces boutons. Pour que vous compreniez, ce sont de toutes petites choses microscopiques. Pour comparer, nous avons mis un crayon à côté. Il a fallu souder tous les boutons, 120 boutons. Cela a réduit la sensibilité des capteurs et miracle, tout s'est mis à fonctionner. Gloire à Guyver et à la patience de Leica. À ce stade, il est clair que les principales difficultés étaient résolues et que nous pouvions nous occuper du piétement. Nous avons repoussé ce travail jusqu'à la dernière minute car il n'était pas clair si nous pourrions réaliser notre idée. En théorie, un piétement pour un plateau de table qui s'embraserait d'une flamme bleue aurait pu ne pas être nécessaire, mais il l'a été. Là, nous avons décidé d'aller un peu plus loin et de ne pas le faire aussi primitif que sur notre précédente table tactile. Pour cela, nous avons collé ces ébauches, les avons passées à la dégauchisseuse, puis nous sommes allés à la raboteuse. Une fois que nous avons 3 baguettes parfaitement droites, nous les coupons à la bonne taille et, à l'aide de la scie à ruban, nous les fendons en 2. Au final, nous avons obtenu ces éléments. Passons de nouveau à la dégauchisseuse, puis coupons en biais. Nous perçons la barre transversale, appelée tsarga, à l'aide d'un dispositif Kregov, communément appelé vis oblique. Après quoi, nous sommes allés à fond, nous avons forgé tous les détails. Vous demandez souvent ce qu'est cette chose qui ramasse la poussière. Il s'agit d'un système de filtration de Powermatic. Au fait, cette année, l'entreprise fête ses 100 ans et ils ont organisé un super tirage au sort où l'on peut gagner des machines professionnelles. Et exactement le même système de filtration. Je laisserai le lien du tirage au sort et les conditions dans la description. À l'étape suivante, nous assemblons les pieds déjà collés entre eux. Et au final, on obtient ce genre de piétement dans lequel de toute façon, la fibre optique ne pourra ni se cacher ni tenir. Mais ce n'était pas notre objectif puisque c'est un prototype. Au cours du travail, nous avons compris comment on pouvait réaliser cela. Cette idée, 10 fois plus simplement, et en plus de façon à ce que le plateau ne fasse pas plus de 5 cm d'épaisseur, tout compris. Mais avant tout, il nous faut un prototype pour pouvoir voir le résultat final et comprendre si cela en vaut vraiment la peine. Ici, beaucoup vont sûrement se poser une question légitime. À savoir, je parle tout le temps de prototype, et que tout cela est temporaire, qu'ensuite ce sera fait correctement et joliment. Et j'ai une réponse à cela. Notre précédent projet de table tactile ressemblait à ceci au départ. Beaucoup disaient que c'était une horreur, pas un vrai travail. Je suis d'accord avec vous, mais c'était un prototype. Et voilà, une version révisée de ce tableau. Une vidéo à ce sujet sera publiée très prochainement. Version 2.0. Bon, revenons au travail. Afin de connecter correctement la fibre optique avec les LED correspondantes, nous découpons ces éléments sur une machine laser. Au début de la vidéo, j'ai montré comment cela allait fonctionner, mais finalement, nous avons un peu modifié le schéma et nous allons insérer la fibre non pas en faisceau, mais en ligne horizontale. C'est bien plus simple ainsi. C'est précisément pour cela que l'on peut voir de fines fentes horizontales sur le gabarit et non des trous ronds. Une fois que le laser a terminé son travail, on peut assembler le kit.
Sur la première latte, nous collons un ruban LED adressable avec un espacement maximalement serré des LED. Ici, il y a 144 LED par mètre, on ne peut pas faire plus dense. Dans la latte opposée, nous faisons passer la fibre optique. Sur le plateau, les étoiles sont réparties de manière inégale, exactement comme dans le ciel. En conséquence, le nombre de brins dans chaque faisceau est différent. C'est précisément pour cela que nous avons fait ces fentes avec une marge de longueur, afin que n'importe quel faisceau puisse y tenir sans problème. Mais la fibre optique doit être fixée de façon à peu près droite. Pour cela, nous insérons des cales des deux côtés et nous fixons bien le tout avec un mastic neutre. Et bien sûr, on lisse tout autour avec le doigt. Une fois que le mastic a séché, on peut tranquillement récolter le tout à l'aide d'une pince coupante. Enfin, l'assemblage final. Ici d'ailleurs, nous avons renoncé aux cloisons qui étaient présentes dans la première version du kit, car les LED sont placés très près de la fibre optique et l'éclairage parasite des tiges voisines qui ne correspondent pas au capteur sera minimal. Cela jouera même en notre faveur, car cela adoucira légèrement l'effet en créant un dégradé. Je comprends que pour l'instant, rien n'est clair, mais il ne reste vraiment plus grand-chose. Il ne reste plus qu'à tout programmer correctement, pour que chaque bouton corresponde à la bonne paire. Pour moi personnellement, c'est un vrai casse-tête. Dans notre équipe, c'est Lécha qui s'en occupe et il a parfaitement relevé ce défi. Comme vous vous en souvenez, en plus du ciel étoilé de fond principal, nous avons des constellations que nous avons mises en valeur avec des traits épais, avec une fibre de 2 mm. Cela a considérablement compliqué la tâche car j'ai eu l'idée de créer un tel mode. Son principe est le suivant, toute la surface de la table s'illumine avec les étoiles et si vous touchez l'endroit approprié, la constellation s'allume. C'est un peu comme un jeu de recherche de constellations. Je ne sais pas comment Lécha a programmé ça, mais au final tout a fonctionné. Je rappelle que ce ne sont pas des points dispersés chaotiques. C'est une carte précise des constellations. Une personne avertie pourra facilement trouver la constellation simplement en la touchant. C'est précisément pour cela que les faisceaux finaux de fibre optique de 2 mm sont assemblés à l'aide d'un papier portant la carte du ciel étoilé. Je l'ai dit, pendant ce temps, le plateau de la table s'est rayé. C'est pourquoi il faut la renouveler. Pour cela, on ponce légèrement. En même temps, on enlève centaines de bords tranchants de fibres optiques coupées. Au final, le vernis va égaliser la surface et, pour anticiper un peu, nous avons obtenu l'effet que j'avais imaginé idéalement dès le départ. Le plateau de la table ressemble à un simple bloc de bois, sans même laisser deviner les milliers de trous percés. Mais après un simple contact de la main, un ciel étoilé s'illumine dans le bois. Faisons le bilan. Combien cela a-t-il coûté? Pour être honnête, je ne sais pas. À un certain moment, quand il est devenu évident que tout cela ne serait jamais rentable, j'ai arrêté de compter. Et de toute façon, nous réalisons de tels projets uniquement pour le contenu. Nous n'en tirons aucun autre revenu. Nous serions ravis de nous consacrer à ce genre de projet complexe. Mais il est évident que cela coûte extrêmement cher. C'est pour cette raison que 2 projets de création de tables intelligentes sont actuellement en pause. Et c'est maintenant, plus que jamais, que avons besoin de votre soutien. Si la vidéo obtient de bonnes vues, nous pourrons nous permettre de tels méga projets. Sinon, il faudra les mettre en veille ou les abandonner. Donc tout est entre vos mains. Le meilleur moyen de promouvoir la vidéo, c'est de la partager partout où vous le pouvez. Un commentaire, un like et un abonnement sont importants. Quelques mots sur les modes. Le premier mode est le mode tactile standard. Les étoiles s'allument là où vous passez la main. Le deuxième mode consiste à rechercher des constellations. En arrière-plan, le ciel étoilé brille et si vous passez la main au bon endroit, la constellation s'allume. Ou plusieurs constellations. Tout dépend de la taille de votre paume. Il est également possible de chercher les constellations sans l'éclairage étoilé de fond. Et il y a une option où le ciel étoilé avec les constellations brille de lui-même. La couleur de l'éclairage n'importe laquelle puisque fonctionne avec Arduino et un ruban LED RGB adressable. Merci d'avoir regardé et que la hache soit avec vous.